fois-ci avec Maître Rim Boukhari, avocate et docteur en droit maritime. Avec plus de 20 ans d'expérience entre Alger et Paris, elle est spécialisée dans le droit maritime, le contentieux du transport et l'arbitrage international. Son parcours académique et professionnel international ainsi que son expertise en accompagnement stratégique des entreprises font d'elle une référence dans les problématiques juridiques complexes liées au secteur maritime. Maître Boukhari, à vous la parole. Ici, très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Non, mais c'est allumé. D'accord. Merci beaucoup. C'est assez impressionnant, voire intimidant de passer derrière le professeur Delbecq pour parler de la question du contentieux. Je vais essayer aujourd'hui de vous parler de cela au travers d'une jurisprudence de la Cour de cassation. Je ne sais pas trop comment ça marche. Excusez-moi. Voilà, pardon. Voilà. Avant toute chose, je voulais attirer votre attention sur le fait, ce qui a été dit aujourd'hui, sur le fait que le crédit bail n'est pas pour le financier, pour la société de financement, comment on appelle ça, une opération sans risque. Donc le crédit, la société de financement qui va signer ce crédit bail va parfois avoir des difficultés dans l'exécution de ce contrat, en ce que ce contrat peut être touché de certaines clauses qui ne seraient pas valides, qui entacheraient déjà son opposabilité. Donc le contentieux, de manière générale, porte généralement sur l'opposabilité du contrat, sur les questions de reprise du contrat, sur la validité, oui, peut-être mon tour. Oui, d'accord. Oui, merci. Sur la validité donc des clauses, sur l'impact, ce qu'on avait dit tout à l'heure, par rapport à la liquidation. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été expliqué, généralement, on a pour chaque navire une société. Donc, quand il y a une liquidation, il y a forcément un impact pour récupérer donc les fonds, avec toutes les règles de droit et qu'on verra ici. Et enfin, sur la clause attributive de compétence. Alors, j'ai choisi cet arrêt de la Cour de cassation parce qu'il est assez récent et parce qu'il traite d'un contentieux qui est intervenu lors de l'exécution d'une charte partie entre deux sociétés algériennes. Donc, cet arrêt nous propose donc certaines règles et il nous dit que, voilà, concernant le crédit bail, il impose donc une lecture stricte des mécanismes de financement. Et nous dit que le crédit bailleur ne peut se prévaloir d'un dispositif dont les conditions d'opposabilité ne sont pas rigoureusement démontrées. Je vais m'expliquer plus tard comment ça va s'articuler dans le contrat crédit bail. Et enfin, on ne peut imposer une indemnité manifestement excessive, contraire à l'équilibre contractuel. Alors, je vais essayer. Voilà. Donc, le principe ici, c'est que, conformément à cette jurisprudence assez récente, un mécanisme de financement régulièrement constitué doit recevoir plein effet. Ça, c'est le principe. Par contre, le crédit preneur, donc toujours sur ce principe-là, ne saurait se soustraire à ses obligations. Jusque-là, tout va bien, en invoquant donc de manière artificielle des choses. Mais l'opposabilité d'un mécanisme financier qui lui suppose un strict respect donc, des conditions des règles contractuelles, c'est-à-dire que les règles, on va les voir dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que dès qu'on a un contrat crédit-bail qui respecte toutes les règles, il n'y a pas de problème, mais dès qu'il y a une difficulté dans une des clauses, et ça on va le voir, j'en ai pris quelques-unes, on ne va pas voir toutes les clauses du crédit-bail, mais dès qu'on a une difficulté, donc tout manquement au contrat de financement donc, peut permettre, je dis bien peut, permettre à la partie intéressée de ne pas payer les loyers restants
ou de ne pas verser donc l'indemnité de résiliation, ou encore faire obstacle à la saisine du navire. Ça reprend un petit peu ce qui a été dit, parce que tout à l'heure, c'est assez joli d'image, assez joliment dit que bon, le navire peut être repris, réexploité, etc. Mais dans la pratique, en réalité, ce n'est pas toujours aussi simple et toujours aussi évident. À titre d'exemple, si on a un contrat de financement qui comporte un défaut de publicité, comme nous l'a dit le professeur Delbecq, la publicité est quand même très importante et elle emporte la régularité du contrat. Et donc si le contrat n'est pas en règle, donc forcément, ce contrat n'est pas opposable, peut ne pas être opposable, en tout cas sur les clauses qui seront litigieuses, peut ne pas être opposable aux parties. De même que l'absence d'information du créancier maritime ou l'irrégularité dans la chaîne contractuelle aura pour conséquence l'inopposabilité du dit contrat. Alors, je ne sais pas si je suis passée un peu vite, non. Alors, sur la clause pénale, parce que la clause pénale est assez parlante. On sait très bien que dans tous les contrats, de manière générale, et bien entendu dans le contrat du crédit bail, on a une clause pénale qui est insérée. Donc la finalité de la clause pénale, c'est généralement s'il y a une résiliation anticipée pour une obligation qui n'a pas été respectée, etc., c'est 100% des loyers restants, c'est une clause, c'est la pénalité plus la valeur résiduelle. Et donc là, on va reprendre donc le mécanisme qui a été mis en place par la jurisprudence, qui nous dit que le mécanisme contractuel ne peut produire effet que dans le respect de leur finalité et sans créer de déséquilibre excessif. Cela signifie quoi ? Cela signifie que s'il y a une disproportionnalité, ça veut dire qu'une disproportionnalité par rapport à la valeur, on va parler de la valeur résiduelle par exemple, si la valeur est plus élevée que la valeur réelle, là il y a une disproportionnalité dans le contrat et effectivement on peut avoir soit une réduction judiciaire des loyers ou encore une annulation partielle de la clause. Pareillement, donc l'enrichissement sans cause du bailleur. Je donne un exemple. Parce que, je m'explique. La jurisprudence, de manière générale, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'on va valoriser, par exemple, le navire à la date de la signature du bail, et cette valorisation va être appréciée à la date de la prise de la décision par la juridiction donc, qui a été saisie. Et cela signifie quoi ? Cela signifie que si demain, par exemple, je vais financer un navire qui n'était pas neuf, qui a 20 ans d'ancienneté, et que je vais effectuer des travaux sur ce navire qui vont valoriser celui-ci. Donc la valeur au moment où j'ai financé, donc j'ai pris ce navire, au moment où je l'ai pris, il avait une certaine valeur. Par la suite, j'ai fait des travaux, et donc il a une valeur plus élevée. Et donc là, la banque qui va chercher, dans le cadre de cette clause, si elle cherche par exemple à valoriser au moment de la résiliation du contrat le navire, donc la valeur résiduelle, encore une fois, et les pénalités, si elle cherche à les valoriser eu égard de la valeur du navire au moment de la résiliation, là on considère que c'est donc c'est un enrichissement sans cause, ou ce qu'on appelle c'est un enrichissement sans cause, et donc par conséquent il y a une revalorisation qui, elle, est faite donc, au visa des articles 1303 et 1303.4 du Code civil français, ou il me semble c'est 142-141 du Code civil algérien. Donc on revient aux règles de principe du droit commun. Donc, les procédures collectives, comme je vous disais tout à l'heure... Pardon ? Oui, on ne m'entend pas ? Désolée. Là on m'entend ? Moi, je vais essayer. Donc, les procédures collectives, comme je disais tout à l'heure, pour chaque navire, c'est ce qui se fait d'usage aujourd'hui. Chaque navire égale nouvelle société. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand il y a... c'est pour limiter les dégâts. Hein. Donc, on sait très bien que quand il y a une procédure collective, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une suspension des poursuites, un blocage des revendications et le gel des paiements. Donc, c'est la règle. Donc, le mécanisme financier ne peut contourner les règles d'ordre public des procédures collectives. Parce que là, tout va bien.
Donc les apports de l'arrêt, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc la validité et l'opposabilité du mécanisme financier doivent être appréciées strictement au regard des conditions légales. Et ça signifie quoi? En ce qui concerne les précisions sur les formalités, on sait très bien que quand il y a une procédure collective, il y a un formalisme assez rigoureux, avec des délais assez précis. Et donc, tout ce qui concerne les notifications, les dates, ça veut dire que moi, j'ai une dette, il faut que je la notifie donc au liquidateur dans les délais. Il faut que j'ai une preuve de celle-ci, etc. S'il y a un défaut dans ce formalisme-là, eh bien la règle selon laquelle il y a une opposabilité, ça dépend encore une fois comment on se place, si on est du côté du crédit preneur ou du crédit bailleur. Donc on va prendre la même règle et selon où l'on se place, donc cette règle-là va s'appliquer différemment. Et bien entendu, c'est le travail de l'avocat de voir donc toutes ces questions d'opposabilité et de formalisme. Deuxième point, c'est un renforcement de la sécurité bancaire. Il nous l'a dit, je crois, Régis un petit peu, mais je vais le redire un petit peu autrement. C'est-à-dire que l'établissement financier, lui, quand il accorde ce financement, quand il signe ce contrat, il a une obligation, lui, de sécuriser son opération à lui. D'accord ? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait une prévisibilité de montage. Dans le droit, on a, des outils qui peuvent, des outils juridiques, qui peuvent, par exemple, sécuriser cette question donc, de financement bancaire, comme par exemple de prévoir une clause sur la cession de la créance. C'est-à-dire que dans le contrat, on peut prévoir une clause de cession de créance qui veut dire que demain, si j'ai une liquidation et que j'ai une société, je dis, écoutez, excusez-moi, ma société est liquidée, je ne dois rien à personne, eh bien non, j'ai cette clause-là qui va me permettre d'aller chercher cet argent ailleurs par rapport à une somme qui sera détenue ailleurs sur une autre société ou sur un autre fonds. Les limites posées. Bon, les limites posées sont des limites claires, qui veut dire une interdiction de contourner les règles d'ordre public, ça veut dire le contrôle de bonne foi, donc ça va ensemble. Ça veut dire pas l'interdiction de contourner donc les règles d'ordre public, ça veut dire que quand on a une procédure de liquidation, on ne va pas chercher à créer une nouvelle holding pour couvrir la première, on ne va pas chercher à faire un détournement de procédure, c'est-à-dire envoyer des documents à des adresses qui ne seraient pas les bonnes, etc. Et c'est là où le juge va contrôler ce qu'on appelle la bonne foi et la fraude. Donc la fraude au jugement, ce qu'on appelle la fraude au jugement. Alors, un petit mot sur la question de la durée. Donc le principe, c'est aucune résiliation anticipée ne peut intervenir sauf stipulation contraire express ou en cas de manquement grave. C'est-à-dire que si on a un accord qui contredit cette règle de principe, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas, généralement, il n'y a pas d'accord. Généralement, dans les contrats de leasing, il n'y a pas de résiliation anticipée. Ça n'existe pas, enfin, c'est quasiment pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette règle-là s'inscrit dans une logique classique du droit des obligations, qui veut dire le consentement, ça veut dire la preuve stricte, l'exigence d'une preuve stricte et la protection de la phase précontractuelle. Sur la question de l'exigence de la preuve stricte, donc je vous ai mis un arrêt, un des arrêts, donc notamment celui de la Cour d'appel de Bordeaux, qui nous dit qu'un protocole non signé même précis n'engage pas son auteur s'il subsiste des incertitudes et l'absence de consentement formel. Et cela signifie quoi? C'est-à-dire que dans la période précontractuelle, il y a des échanges. Il y a des échanges de mails, il y a des échanges d'écriture, etc.,
qui sont des échanges qui peuvent être, assez formels, mais ils n'ont pas la valeur de ce formalisme, le formalisme de la signature, que ce soit électronique ou autre. Et par conséquent, même si on est dans un domaine du commerce où la preuve se rapporte par tout moyen, il n'en demeure pas moins que vous voyez que la jurisprudence exige un certain formalisme qui est assez restreint. Donc c'est une preuve écrite, on exige l'écrit, qui va donc valider ce consentement auquel, donc, a priori, en tout cas en France, les magistrats français sont très attachés à cette question-là. Enfin, pour parler de la compétence, comme nous l'a évoqué le professeur Delbecq, bien entendu, dans ce genre de contrats, c'est des contrats quand même internationaux, donc on a forcément une clause de compétence. Et là, pour faire un résumé, généralement, on a 3 cas de figure. Le premier, c'est quand on a dans une charte partie, par exemple, 2, 3 contrats de crédit bail. Ça peut arriver. Et, par exemple, on en a 2. Dans le premier, on a une clause de compétence qui va viser un tribunal arbitral, la CMAP, par exemple. Et dans le deuxième, nous avons une clause qui va viser le tribunal d'Alger, on va dire. Ici, la jurisprudence constante nous dit que chaque contrat, c'est-à-dire la clause, elle vise que le contrat dans lequel elle a été insérée. Ça veut dire qu'il ne va pas s'étendre au deuxième contrat au motif que ce soit la même charte partie. Voilà. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quand on a 2 clauses, c'est-à-dire la clause arbitrale, plus une clause qui vise une juridiction. Généralement, elle existe assez récurrent, ce cas de figure. Et quand il s'agit d'une clause de compétence territoriale visant des procédures de référé, comme la désignation d'un expert, etc. Donc dans ce cadre-là, c'est assez clair. Ça veut dire que le tribunal compétent, le tribunal judiciaire est compétent uniquement donc, sur la question pour laquelle il a été, qui a été visée sur le contrat. Généralement, c'est les référés. Et le tribunal arbitral est compétent pour tout le reste du contentieux. Là où ça se corse, c'est la dernière question, c'est quand il y a eu ce cas de figure, j'ai vu même des sentences qui ont été rendues dans ce sens au-delà des décisions de la Cour de cassation, c'est quand on a dans le même contrat les 2 clauses, mais sans spécificité. Ça veut dire qu'on va vous dire, en cas de litige, ce sera la CMAP ou le tribunal de Paris. Voilà. Et là, on a un problème qui est compétent. Et il y a eu donc cette jurisprudence qui est intervenue quand une des parties, la plus intéressée, va saisir une juridiction d'un certain nombre de points. Et puis par la suite, c'est le tribunal arbitral qui va être saisi d'une autre liste de points. Et là, donc, la jurisprudence constante nous dit que chaque tribunal saisi est compétent pour les questions pour lesquelles il a été saisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je saisis le tribunal des points 1, 2, 3. Si le tribunal arbitral n'a pas été saisi de ces 3 points, c'est-à-dire s'il est ressaisi des mêmes points, bien entendu, il va se dessaisir, il va se considérer incompétent. Par contre, s'il est saisi des points 3, 4, 5, etc., à ce moment-là, il a pleine compétence pour donc trancher la question, et le principe est toujours le même. Le juge ne peut pas juger ultra petita, il ne juge que sur les questions pour lesquelles il a été saisi. Et donc c'est ce principe-là qui a été donc retenu donc, par la jurisprudence constante. C'est grosso modo ce que je voulais dire, c'est assez concis, et je voulais vraiment reprendre les points clés de ce contrat bail sans rentrer dans toutes les clauses de celui-ci. Voilà, merci.